je pense que je vais commencer. Ce qui serait utile, si possible, c'est d'éteindre vos microphones pendant que je suis en train de faire la présentation. Et puis quand je termine, avec le temps qui nous reste, on pourra peut-être faire quelques questions. Euh, donc, bonjour, rebonjour. Je m'appelle Victoria Walker, je suis un des médecins à l'Institut Marquès et nous organisons aujourd'hui donc un webinaire avec la collaboration de l'association Maya. Malheureusement, Sabrina ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle est représentante donc de cette association française qui existe depuis plus de 20 ans. La mission première de Maya est donc de vous offrir un lieu de parole, d'échange, de soutien afin de vous guider au mieux dans ce parcours complexe de la fertilité et de ne plus vous sentir seul. Si vous êtes adhérent à l'association, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur nos traitements. Et il y a d'autres avantages également, mais je vous laisserai le soin de prendre contact directement avec eux prochainement. OK. Donc, voici, nous pouvons commencer maintenant notre présentation sur la maternité tardive et le PMA. Quelles sont vos options avec la FIV, le DGPI et le don d'ovocytes? Et on a un petit diapo sur le don d'embryon aussi. Moment. Alors, comment je vais faire pour passer? Attendez 2 secondes. Ça ne passe pas. Ah, non, j'ai sauté. Voilà. Hop, voilà. Donc, on arrive à la maternité tardive, devenir maman après 40 ans. La maternité tardive est une tendance de plus en plus répandue, surtout en Europe. Et en outre de la perte de quantité d'ovocytes, on perd aussi dans la qualité de ces ovocytes, qui réduit avec le temps donc les chances de réussite. Mais ça aussi, ça peut être associé à des problèmes, autres problèmes. Donc, on a plus de risques de fausse couche quand on passe 40 ans. On a plus de problèmes, si on tombe enceinte, problèmes liés à la grossesse. Donc, plus de diabète, plus de hypertension, plus de problèmes circulatoires, d'anémie. Et on peut même avoir plus de risques de problèmes lors de l'accouchement. Donc, il faut qu'on prenne tout ça un peu en compte et qu'on se concentre bien pour essayer d'aider les femmes à tomber enceinte et puis arriver à la fin de la grossesse de manière très saine. Donc, le facteur de l'âge de la femme, la réserve ovarienne, c'est la fertilité de la femme, comme nous le savons tous, je pense, diminue avec l'âge et ça commence à diminuer 10 à 15 ans avant la ménopause. Il y a une baisse dans la quantité et la qualité des ovocytes créés. Actuellement, les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard. Le retard de la maternité rend nécessaire une évaluation très précise de la réserve ovarienne, car à 35 ans, il ne reste que 10% des ovocytes, des ovules qu'on avait à la naissance, et moins il y en a en général. Il y a quelqu'un qui a encore son microphone en marche. Est-ce que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? Merci. Pour pas embêter les autres. Moi, ça m'embête pas, mais c'est pas pour pas embêter les autres. Donc, moins il y en a d'ovocytes et plus la qualité, malheureusement, la qualité baisse aussi. L'âge chronologique des femmes, donc ce qui est marqué sur nos cartes d'identité, ne coïncide pas toujours avec l'âge des ovaires. Les femmes qui veulent devenir mères doivent connaître leur âge ovarien au cas où elles voudraient avancer leur maternité, vitrifier leurs ovocytes ou supposer qu'elles vont devoir subir un traitement de reproduction assistée, peut-être avec un don d'ovocytes. Donc, connaître sa réserve ovarienne est une condition nécessaire pour estimer l'âge de reproduction au-delà de l'âge chronologique, car il est fréquent que ces deux âges ne correspondent pas du tout. De nombreuses femmes le découvrent malheureusement trop tard, et ça c'est ce qu'on voit surtout dans nos cliniques.
Actuellement, le marqueur d'élection de la concentration d'élection pour regarder la réserve ovarienne et l'hormone antimullérienne, la MH, qui est obtenue par un test sanguin qui peut être effectué à n'importe quel moment du mois. Donc, car c'est produit par les follicules des ovaires. Jusqu'à présent, les valeurs de l'hormone antimullérienne étaient utilisées pour évaluer ce qu'on utilisait provenait des études américaines ou de d'autres pays du monde, mais récemment, l'Institut Marquès donc, a fait une étude pour essayer d'évaluer les AMH standards pour les femmes espagnoles, donc plutôt européennes, qui seraient donc applicables aux femmes françaises. Donc, on travaille maintenant avec cela plutôt qu'avec les études internationales, disons. C'est quelque chose qui a été présenté dans l'association de gynécologie et obstétrique à Malaga il y a quelques années. Donc, quelle est notre probabilité mensuelle d'une grossesse évolutive selon notre âge? On voit ici un petit dessin qui le montre clairement. Quand on a 25 ans, chaque mois, on a à peu près 20%, peut-être 20 à 30% de possibilité de tomber enceinte naturellement. Quand on arrive à 35 ans, ça a diminué à 8 à 10%. Mais quand on a 38 ans, qui n'est pas un âge très élevé, il faut le dire, ça réduit rapidement à 3%, ce qui est pas très agréable à voir, disons. C'est pas très facile à accepter, disons, parce qu'à 38 ans, on se sent formidable. On est vraiment en pleine forme, en plein développement de notre vie, disons, professionnelle et autres. Okay. Donc voici pourquoi ça devient de plus en plus difficile pour tomber enceinte. Allô, bonjour. Vous pouvez fermer votre microphone, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer votre microphone. Merci beaucoup. Donc, hola, ¿hay alguien? Ah ouais, je ne sais pas comment l'éteindre. On le laisse. On les laisse parler. J'espère que ça ne vous embête pas. Donc, le pourcentage d'embryons aneuploïdes, donc ça veut dire les embryons qui sont génétiquement anormaux, selon l'âge, change. Quand on a moins de 35 ans, normalement, 70% des embryons qui sont créés par les femmes de moins de 35 ans sont complètement anormaux. C'est intéressant de voir qu'il y en a même 30% seront anormaux. Même les jeunes femmes peuvent créer des embryons qui sont génétiquement anormaux. Mais plus on avance, plus il y a une plus grande pourcentage d'embryons qui auraient des anomalies génétiques. Donc, on voit que les embryons dans le rouge passent à être donc de 3 à 4,5, donc 45%. Donc là, il y en a 70%. On arrive à plus de 40 ans et on est à 80% des embryons seraient génétiquement normaux et à plus de 43 ans, 90%. Donc, c'est important et ça explique souvent pourquoi les femmes ne peuvent pas tomber enceintes. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait essayer une fécondation en vitro avec ses propres ovocytes. Donc, qu'est-ce que c'est que la fécondation in vitro? La fécondation in vitro, c'est une des techniques les plus utilisées en matière de la procréation assistée. Ça consiste à faire une stimulation ovarienne avec des médicaments, ensuite récupérer les ovocytes sous anesthésie en générale, et puis féconder avec un sperme au laboratoire, puis créer un embryon, porter ces embryons au jour 5 de leur vie et faire un transfert de l'embryon à l'utérus de la femme qui a donc créé ces ovocytes.
Donc, la fécondation in vitro a progressé énormément ces dernières années et aujourd'hui offre des taux de grossesse assez élevés selon l'âge de la personne. Et donc, on doit faire un diagnostic, on doit bien orienter les femmes pour voir si elles peuvent envisager ce genre de traitement. Donc, qui seraient les personnes qui pourraient bénéficier de ce genre de traitement? C'est les personnes qui auraient déjà essayé une insémination. Donc, qu'est-ce que c'est une insémination? C'est prendre un échantillon de sperme de son compagnon ou d'un donneur et quand on voit qu'on est en train d'ovuler, on prend cet échantillon et on le met directement dans l'utérus. Donc, c'est comme avoir des relations, mais avec un peu plus on se concentre un peu plus sur le timing de cela et on prend un concentré du sperme, on peut le regarder. Donc, si on a beaucoup d'échecs d'insémination, on peut penser à la FIV. Également, si on n'a pas de trompe, ça c'est une raison primordiale pour passer directement à la FIV parce que sinon l'ovocyte ne peut pas se rencontrer avec le sperme. Chez nous aussi, à l'Institut Marquès, on recommande souvent la FIV quand on arrive à 38 ans ou plus, parce que les chances de réussite naturellement commencent à baisser. On a vu que c'était à peu près 3% naturellement, donc c'est pour ça qu'on essaie de passer à la FIV. Parfois, on va utiliser la FIV si on a une faible réserve ovarienne. Donc, on a parlé de l'hormone antimullérienne. Si on a une hormone antimullérienne qui est très basse, même si on est jeune, si on a 30 ans et on a un taux d'AMH qui est très bas, à ce moment-là, on propose de passer directement à la FIV. Malheureusement, il y a des femmes qui souffrent énormément avec l'endométriose et cela peut leur donner beaucoup de douleur, mais ça aussi, ça peut réduire leur fertilité. Donc souvent, on passe à la FIV lors de l'endométriose. Et aussi, c'est pas seulement un facteur féminin, ça peut être un facteur masculin. Si le monsieur a un sperme qui n'est vraiment pas de très bonne qualité et oui, on pense qu'au laboratoire, il pourrait aider de ce côté-là, donc on passe à la FIV. Parfois, il y a aussi des gens qui auraient des maladies qui ne veulent pas transmettre à leurs enfants. Par exemple, le drépanocytose, c'est quelque chose, ou la mucoviscidose. Ce sont des maladies qu'on ne veut pas transmettre à ses enfants. Une autre catégorie serait des gens qui attendent depuis très, très, très longtemps, qui essaient depuis longtemps naturellement et ça ne marche pas et personne ne sait pourquoi. Et ça, c'est lié au dernier petit d'image de ce point d'interrogation, les gens qui n'auraient pas de raison pour l'infertilité. Donc, quel est donc le processus de la FIV? Ça se déroule en 4 phases. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la stimulation ovarienne, c'est normalement avec des injections. Il est assez rare de pouvoir utiliser des médicaments par voie orale, car les hormones en soi se dégradent si on les passe par voie orale. Donc, c'est une stimulation par injection que les femmes appliquent chez elles tranquillement. Parfois, on a besoin d'une infirmière pour nous montrer comment mettre la première injection, mais les autres, une fois qu'on sait comment le faire, en général, les femmes font ça chez elles tranquillement. Et on va faire au cours de la stimulation plusieurs échographies pour mesurer la croissance des follicules dans les ovaires. Et quand les follicules arrivent près de 20 mm, à ce moment-là, on va provoquer l'ovulation et on va faire 36 heures plus tard une récupération des ovocytes sous anesthésie générale à l'Institut Marquès. On le fait de cette manière. Et donc, la patiente sera endormie et on mettra dans le vagin une sonde échographique et par-dessus la sonde ira une aiguille. Et la sonde identifiera donc ces follicules qui auraient atteint 20 mm et avec l'aiguille, ils vont y piquer dedans et aspirer le liquide qui se trouve dans chaque follicule. Donc, identifier, piquer, aspirer, identifier, piquer, aspirer, jusqu'à ce qu'on ait vidé tous les follicules dans un ovaire
Et ensuite, on va vider les follicules dans l'autre ovaire. Cela prend 10-15 minutes, pas très longtemps. Et puis ensuite, on amène la dame donc pour se remettre de l'anesthésie et on amène le liquide obtenu des follicules au laboratoire où ils vont le tamiser pour laisser partir le liquide et garder les ovocytes qui devraient être à l'intérieur. On va ensuite prendre le sperme du donneur ou du mari ou du compagnon pour l'injecter un sperme dans chaque ovocyte. Et ensuite, le lendemain, on va savoir combien d'embryons ont été créés. Et en général, après 5 jours, s'il y a un bel embryon qui est créé, on va faire la 4e phase, donc le transfert de l'embryon à l'utérus. Ceci a lieu sans anesthésie. Ça prend 5 à 10 minutes à faire. C'est très similaire à faire un frottis cervical, donc en général très bien toléré par la majorité des femmes. Donc ça, c'est le processus de la FIV. Peut-être vous connaissez déjà. Chez nous, donc, à l'Institut Marquès, nous avons un taux de réussite pour la FIV qui semble donc très élevé, 72%, c'est très bien. C'est un numéro qui est exact, mais il faut bien comprendre les statistiques. Les statistiques de 72% sont pour toutes les femmes de tous les âges qui font la FIV chez nous, en utilisant tous les embryons qui ont été créés de cette personne. Donc, il faut bien regarder les numéros chez nous, dans toutes les cliniques que vous regardez, pour essayer de bien comprendre leurs statistiques. Donc, comment je peux vous expliquer ça? Donc, si vous regardez ces résultats, on a les résultats d'une femme de moins de 35 ans et une femme donc de plus de 45 ans. Et si on utilise le sperme de son compagnon, la grossesse par cycle serait de 36%, ce qui est bien pour une femme de plus de 40 ans. Mais il faut regarder, savoir qu'on va en perdre avec des fausses couches. Donc, la grossesse, la naissance, le taux de naissance par cycle, 27%. Mais cela veut dire, par cycle, c'est tous les embryons qui ont été créés. Donc, s'il y en a 5, c'est en utilisant les 5 embryons, on a 27% de possibilité d'avoir un enfant. Cependant, on a très peu de grossesses gémellaires parce que chez nous, à l'Institut Marquès, on va très rarement congeler, très rarement transférer plus d'un embryon à la fois. Ok. Donc, nous sommes le seul centre où vous pourrez voir les résultats de votre cycle vous-même. Le fait que vous puissiez observer vos embryons grâce à l'embryoscope, et on parlera un peu plus de cela plus tard, depuis la maison vous permettra de savoir avec certitude combien d'embryons sont créés pour vous, comment ils se divisent et quelle est la qualité des embryons transférés et vitrifiés. On vous le dit par écrit, mais vous verrez aussi sur votre tablette, sur votre téléphone, les images de vos embryons. Donc, ça vous permet déjà de faire un lien avec ces embryons. Vous pouvez vraiment savoir ce qui se passe. OK. Passons au suivant. Donc, le DGPI, ça c'est surtout relevant aux femmes de plus de 40 ans, qui est donc notre groupe aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le DGPI? Donc, le DGPI, c'est le DGPI en français, le diagnostic génétique préimplantatoire, en anglais PGT, Pre-Implantation Genetic Testing. Le DGPI, c'est un test des embryons pour voir s'ils sont génétiquement normaux ou non. C'est donc un test qu'on peut voir pour voir si on peut transférer un embryon chez une femme. Et c'est pour essayer de faire un tri, pour voir quels sont les embryons qui sont bons et quels sont les embryons qui ne sont pas bons. Vous vous rappelez au début que quand on passe 40 ans, 80% de nos embryons vont être anormaux. Donc, c'est ou 41 ans. Donc, le taux d'embryons qui porteraient des anomalies est très élevé et on aimerait donc identifier ces embryons pour éviter de les utiliser et de créer des problèmes pour les femmes et leurs embryons.
Ben, à 16 heures, Charlie a le droit de partir. Nous, nous faisons le Je ne pense DGPI dans pas. tous nos centres. Pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son microphone. Si vous pouvez vérifier, merci beaucoup. Donc, le DGPI, le PGT, est effectué dans tous nos centres en utilisant le NGS, Next Generation Sequencing. Il s'agit de la méthode la plus innovante actuellement appliquée pour le diagnostic génétique des embryons. Lorsque le PGT est réalisé au stade de blastocyste, la cryoconservation de l'embryon est inévitable dans l'attente des résultats. Normalement, c'est 2 à 3 semaines pour nous donner un résultat. Si le PGT, on peut faire le PGT à deux moments. On peut le faire quand l'embryon arrive au jour 5 de sa vie et on peut le faire quand l'embryon est au jour 3 de sa vie. Si on le fait au jour 3 de sa vie, on a le résultat en 48 heures. Si on le fait au jour 5, on aura le résultat en 2 à 3 semaines. On a tendance à faire jour 5, c'est le plus fréquent, mais de temps en temps, pour certaines raisons, on ferait une biopsie au jour 3. Et on sait que quelle que soit la date, le moment de faire la biopsie, que ce soit jour 3 ou jour 5, les résultats sont égaux. Pardon. Voilà. Donc, la FIV avec un don d'ovocytes, ça c'est intéressant pour les femmes de plus de 40 ans. C'est pas toujours le premier choix de la femme, mais une fois qu'on connaît les paramètres, ça a énormément de succès. Il y a beaucoup de femmes à l'Institut Marquès qui prennent beaucoup de plaisir à faire ce traitement. Donc, pourquoi aurait-on recours à un don d'ovocytes? On pourrait avoir recours à un don d'ovocytes, surtout dans certaines circonstances. Si on a une insuffisance ovarienne prématurée, on pourrait avoir peut-être 30 ans et on a déjà un AMH qui est de 0,01. Donc, cette personne pourra essayer de faire une FIV, mais les chances de réussite sont très basses. Donc, cette personne, même si elle est jeune, pourrait passer un don d'ovocytes. Donc, ça, c'est une raison pour les jeunes femmes. Mais aussi, la ménopause arrive typiquement vers la cinquantaine, mais ça peut arriver plus tôt pour beaucoup de femmes. Donc, la femme qui est ménopausée aussi, si elle veut avoir une famille, pourrait avoir recours à un don d'ovocytes. Oui, l'insuffisance ovarienne, donc la réserve ovarienne qui baisse. Les causes génétiques, parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui portent des maladies parfois qui veulent faire une FIV et identifier les embryons qui ne seraient pas affectés par leur maladie. Mais il y a d'autres personnes qui veulent complètement mettre de côté leur patrimoine génétique et ne veulent pas transmettre cela. Donc, passent déjà à un don d'ovocytes. Si on a fait énormément de cycles de FIV et il y a eu beaucoup d'échecs, et on commence à arriver vers la quarantaine. Donc ça, c'est une autre raison pour considérer le don d'ovocytes. Et il y a aussi les traitements oncologiques. Parfois, les jeunes femmes ont besoin d'un traitement, une chimio, qui pourrait affecter leur réserve ovarienne, et donc elles doivent passer un don d'ovocytes. Quel est le processus du don d'ovocytes? Donc, c'est un processus de synchronisation entre la donneuse et la réceptrice. Donc souvent, pas toujours, pas dans tous les cas, mais souvent, on va mettre toutes les deux sous pilule contraceptive. En général, 3 semaines, 2, 3 semaines sous pilule contraceptive, toutes les deux. Ensuite, toutes les deux, elles arrêtent leur pilule contraceptive en même temps et toutes les deux, elles ont leurs règles en même temps. La donneuse va commencer la FIV, ce qu'on a vu auparavant. Elle va commencer avec des injections tous les jours et après une semaine, elle fera des échographies et elle continuera avec les échographies jusqu'à ce qu'elle soit prête pour la récupération des ovocytes. Pendant ce temps, la réceptrice, avec ses règles qui auront commencé ayant arrêté donc la pilule, elle commencera avec
de l'estradiol, voie orale souvent. Elle commence avec ça, elle fait une échographie. Normalement, une échographie serait suffisante pour mesurer l'endomètre et vérifier qu'il n'y a pas ou il y a très peu d'activité dans les ovaires. À ce moment-là, on sait que la donneuse est prête et on attend que la donneuse, on sait que la réceptrice est prête et on attend simplement que la donneuse soit prête. Quand la donneuse est prête, on fait la récupération des ovocytes chez elle, c'est sous anesthésie, comme je vous ai démontré tout à l'heure. Mais cette fois-ci, avec les ovocytes qui sont obtenus, on va féconder avec le compagnon, le sperme du compagnon de la réceptrice ou avec un sperme de donneur, selon le choix de la réceptrice, au lieu donc d'un partenaire de la donneuse. Donc, on va utiliser le sperme du compagnon de la réceptrice ou un donneur et on va créer les embryons. On va porter les embryons au jour 5 de leur vie. On fera un DGPI ou non selon besoin. Et ensuite, on fait un transfert d'embryon au jour 5 de la vie de l'embryon. Encore une fois, c'est généralement un transfert d'embryon unique et on a beaucoup de chance parce que grâce à la générosité des donneuses et aussi aux techniques de laboratoire de l'Institut Marquès, on a de très très bons résultats par traitement. Vous verrez ici que les chances de réussite sont affichées comme 91%. Et c'est un vrai numéro, c'est pas inventé, c'est un vrai numéro. Mais comment interpréter ce numéro? Euh, Ce numéro est le taux de grossesse par cycle, si on utilise tous les embryons qui auraient été créés de la donneuse, quand on utilise un don d'ovocyte et un don de sperme. Okay. Donc, si on utilise un sperme de compagnon, c'est un peu plus bas. Le cycle grossesse par cycle, c'est 87%. Et rappelez-vous qu'il y a quand même un risque de fausse couche de temps en temps. Et donc, grossesse clinique, donc enfant né, et grossesse évolutive et enfant né, de 70%. Voilà, non, pardon, 77%. 70, oui, et ça c'est par cycle, par cycle. Donc en utilisant tous les embryons qui ont été créés, si on le fait par transfert, c'est à peu près 50% par transfert. Mais en général, on aurait entre 1 et 3 embryons pour la plupart des gens qui sont créés. D'ailleurs, on garantit 2 blastocystes. Donc, s'il n'y en a qu'un, on va vous offrir une réduction. Mais s'il y en a 2 ou plus, c'est normal. Et si on utilise tous ces embryons, on arrive à 77%. Mais si on fait par transfert, c'est à peu près 50% de chance d'avoir un enfant né avec le don d'ovocytes. On a plusieurs formules donc pour le don d'ovocytes. Il y a la formule avec egg4 et il y a la formule avec 6 ou plus. Et on sait que quand on utilise seulement 4 ovocytes, on a une moyenne de blastocystes de 2 et là, une grossesse par transfert de 61, mais rappelez-vous, possibilité de fausse couche, donc à peu près 51% de possibilité d'avoir un enfant né par transfert. Et si on a plus de 6 ovocytes, donc une moyenne de 3 blastocystes qui sont créés et grossesse par transfert de 65% et de chance d'enfant né de à peu près 55% par transfert. Okay. Donc les donneuses et les donneurs, nous avons énormément de phénotypes pour presque toutes les patients. Selon la loi, les donneuses et les donneuses doivent être âgées entre 18 et 35 ans. Actuellement, les donneurs entre 18 et 50 ans. Les donneurs sont personnellement choisis par le médecin pour garantir la meilleure adéquation à chaque patient. Le processus de matching tient compte à la fois du groupe sanguin et rhésus de la receveuse ou de la réceptrice, ainsi que les caractéristiques physiques des futurs parents, la couleur des cheveux, des yeux, de la peau.
Les donneurs subissent une évaluation sociologique et psychologique approfondie. Ils doivent tous comprendre le concept de l'anonymat, car c'est la loi ici en Espagne que le don doit être anonyme. Il y a un examen médical complet avec des analyses sanguines, y compris l'étude du karyotype, plusieurs tests pour exclure des maladies infectieuses comme la HIV, hépatite B, C, syphilis, et puis des tests spécifiques pour exclure des mutations les plus fréquentes dans la population européenne, c'est-à-dire la mucoviscidicose, la thalassémie, euh, oui, oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Normalement, je peux dire les 5 tout de suite, mais j'ai oublié, ils me reviendront. Ils vont également faire des analyses sanguines qui sont répétées périodiquement pour donc, le HIV, etc. En outre, les antécédents médicaux de la famille sont examinés afin d'écarter d'éventuelles maladies génétiques. Donc, on pose beaucoup de questions aux donneurs et aux donneuses pour vérifier leur santé et la santé de leur famille. Et nous avons aussi notre propre banque de sperme. Le matching de la personnalité, donc une des principales préoccupations ceux qui, pour avoir un enfant, doivent recourir à un traitement de don, serait d'obtenir le plus haut degré de ressemblance et d'affinité avec le donneur. Donc en Espagne, le don est un acte complètement altruiste et anonyme. Seul le médecin qui sélectionne le donneur connaît son identité. L'Institut Marquès dispose de sa propre banque d'ovules et de sperme, ce qui nous permet de connaître personnellement nos donneurs. Nous avons toute une équipe séparée qui s'occupe uniquement des donneurs et des donneuses. Nous choisissons les donneurs les plus appropriés pour les patients et en général, c'est le médecin ou une équipe de médecins qui ferait cela. Et on prend en compte les traits héréditaires de personnalité également. Peut-être vous aurez vu ça sur notre site Internet. Donc, grâce aux tests psychologiques effectués à la fois auprès des patients et des donneurs, l'Institut Marquès peut procéder au matching de la personnalité sur la base des caractéristiques héréditaires qui, dans le domaine clinique, sont connues sous le nom de tempérament. Le tempérament est peut-être hérité et le caractère est modulé en fonction de l'environnement et de l'éducation de l'enfant. Ensemble, le tempérament et le caractère vont construire ce que nous appelons la personnalité. À l'Institut Marquès, toutes les donneuses de sperme et d'ovules passent ce test maintenant. Et les résultats seront comparés à ceux de la future mère dans le cas des traitements de fécondation in vitro avec don d'ovules ou à ceux du futur père dans le cas d'une insémination ou si on utilise un don de sperme. On a aussi l'adoption d'embryons. C'est un traitement qui plaît énormément à partir de 40 ans aussi. Donc en 2004, l'Institut Marquès a lancé son propre programme d'adoption d'embryons et on a maintenant, il me semble, plus de 1000, peut-être 1500 enfants qui ont été nés de ce programme. Ça a eu énormément de succès. L'adoption ou le don d'embryon est une technique de reproduction assistée qui consiste à transférer à une femme les embryons qui ont été laissés sans destination assignée après un cycle de FIV ou de don, surtout de don d'ovocytes. Ils sont donc des embryons qui sont porteurs de gènes de d'autres personnes, conceptuellement très similaires à adopter un enfant. Ces embryons proviennent toujours des personnes de très bonne santé, âgées de moins de 35 ans, qui, après le traitement, ne veulent plus avoir d'enfants. Donc, qui ne veulent plus avoir d'autres enfants. La grande majorité de nos embryons dans la banque proviennent du don d'ovocytes, probablement 90-95% de nos embryons. Donc, c'est d'une donneuse qui est jeune,
qui a été étudiée chez nous, qui serait la donneuse du don d'embryon aussi. Plusieurs groupes ont manifesté leur soutien à ce traitement. Et donc, quel est le profil de la personne qui accepte souvent ce traitement? C'est souvent des femmes qui sont en bonne santé physique et reproductive, les couples ou des femmes en liste d'attente pour adopter un enfant. Souvent, pardon, je retourne, c'est aussi les femmes qui n'ont pas de partenaire masculin, qui peut-être auraient des raisons éthiques, qui seraient une raison pour vouloir adopter un enfant plus qu'essayer avec leurs propres gamètes. Parfois, les patients qui auraient une très très longue fertilité, ils sont fatigués, ils ne veulent plus essayer avec leurs gamètes, ils veulent passer à quelque chose de facile à faire. Et ce sont des gens qui veulent, donc, qui acceptent de manière ils sont très contents de faire une adoption d'embryon. Et aussi parfois des patients qui auraient des fausses couches à répétition. Souvent sont fatigués pour la même raison, ça a été long, ils veulent passer un traitement qui leur donne plus de chances de réussite. Donc là, vous voyez le taux de grossesse par transfert, 57%, et on a à peu près 5 à 10% de fausses couches, possibilité de fausses couches, et donc c'est à peu près 50% de possibilité d'avoir un enfant né suite à un transfert. Okay. D'autres techniques spéciales, la culture prolongée à blastocyste et l'embryoscope. Donc, quel est l'embryoscope? Qu'est-ce que c'est l'embryoscope? Donc, l'embryoscope, ça a sauté. Ah, ça a sauté, pardon. La culture, voilà. Donc, dans ce cas, la culture prolongée, c'est porter les embryons du jour 0 quand ils sont créés. Donc, quand on a l'ovocyte, on va injecter le sperme et on va porter les embryons au jour 5 ou 6 pour voir s'ils arrivent à ce stade de blastocyste. Pourquoi on attend 5 jours avant de remettre l'embryon dans l'utérus? C'est parce que on voudrait voir quel est l'embryon avec le plus de potentiel pour s'implanter. Et il y a des catégories de blastocystes qui ont été créées il y a quelques années. Et nous suivons de manière assez stricte ces catégories pour garder seulement et transférer seulement les embryons qui auraient la meilleure chance de s'implanter. Et ça nous permet de bien synchroniser le stade de l'embryon avec la muqueuse de l'endomètre, donc à l'intérieur de l'utérus, pour essayer de faire en sorte que les choses vont bien ensemble. Okay. Et en général, comme c'est marqué ici, c'est transfert d'un embryon unique pour essayer, dans la majorité des cas, d'éviter une grossesse gémellaire. Voilà. Passons donc à l'embryoscope. Donc ça, c'est un incubateur qui maintient les conditions physiologiques nécessaires pour un embryon, pour qu'un embryon puisse vivre de la meilleure manière au laboratoire. Il y a beaucoup d'incubateurs, mais l'embryoscope est particulier parce que il y a une petite caméra qui regarde chaque embryon pendant qu'il est en train d'évoluer. Donc, les biologues peuvent voir les embryons sans devoir les toucher. Ils restent dedans tranquillement, dans le meilleur environnement au niveau du pH, de la température, de la lumière, des odeurs, de tout ce qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est le meilleur environnement. Ça leur permet d'évaluer les embryons sans devoir les toucher, mais ça permet aussi aux patients de se connecter online et voir aussi leurs embryons qui sont en train de croître. Et ces facteurs aident pour les patients parce que souvent la période entre le jour 0 et le jour 5, c'est une période où on ne sait pas ce qui se passe, on est très inquiet parce que
on veut savoir ce qui se passe avec, entre guillemets, nos enfants, mais on peut pas avoir accès. Et souvent, c'est un coup de téléphone en disant oui, l'embryon évolue ou n'évolue pas, etc. Donc, voir ces embryons peut donc rendre beaucoup plus tranquille, réduire l'anxiété de la personne euh, et aussi donc aide les biologues à bien choisir celui qui va être transféré aussi. Et vous pouvez même montrer ces images à votre spécialiste aussi. Euh, c'est, ça aide avec la transparence de nos traitements. Okay. Voilà. Nous avons aussi fait une petite étude et on a vu que les personnes qui se mettent en lien, parce qu'il faut rentrer un code et pour regarder les images, ceux qui se mettent en contact plus fréquemment avec les embryons ont plus de chances de réussite. Alors, c'est bizarre, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais peut-être on commence déjà à faire un lien avec son embryon. Si vous faites un traitement chez nous, je vous encourage à bien regarder régulièrement. Et ça, donc, n'oubliez pas de le faire. Donc voilà, je vais vous faire passer un petit vidéo maintenant pour vous montrer l'Institut Marquès. J'espère que ça marchera. Le siège de l'Institut Marquès est situé au cœur de Barcelone, en Espagne. Cette ville jouit d'un grand prestige dans le secteur de la médecine et des soins de santé. Pionnière en matière de procréation médicalement assistée, elle accueille des patients du monde entier à la recherche du meilleur traitement pour avoir un enfant. Notre clinique est située dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Très bien desservie, proche du centre-ville, de l'aéroport et des attractions touristiques les plus populaires. Ces installations font partie d'un bâtiment-jardin emblématique pour tous les habitants de Barcelone. Notre équipe vous proposera un traitement personnalisé depuis le diagnostic jusqu'au choix des techniques les plus adaptées à vous. Nous vous accompagnerons et serons à vos côtés à chaque étape du processus. De plus, nous obtenons les meilleurs résultats. Médecins, biologistes et personnels soignants travaillent ensemble pour vous offrir un excellent service. Nous vous assistons dans votre langue et mettons à votre disposition une équipe multidisciplinaire d'experts. À l'Institut Marquès, nous disposons des technologies les plus avancées et des techniques de PMA les plus innovantes. De la fécondation in vitro à l'insémination artificielle, en passant par la préservation de la fertilité. Nous disposons également de nos propres banques de gamètes, sperme et ovules. Cela nous permet de vous garantir les meilleurs donneurs, sans liste d'attente. Nous sommes experts dans les cas particulièrement difficiles. Notre objectif est d'aider chaque personne à surmonter tout obstacle sur leur chemin de la création d'une famille, toujours avec une approche confidentielle et de proximité. Nous voulons que vous vous sentiez chez vous dans notre clinique. C'est pourquoi nous avons conçu chacun de nos espaces en pensant à votre confort. La reconnaissance internationale que nous recevons témoigne de notre dévouement et notre engagement. Notre meilleure récompense est de faire en sorte que nos patients se sentent uniques, chaque jour. En plus de la clinique à Barcelone, nous disposons d'un centre à Rome et d'un autre à Milan. Nous vous offrons 100 ans d'expérience, des installations de pointe, une mission très claire. Vous aider à réaliser votre rêve de fonder une famille. Donc, merci beaucoup pour votre attention. En théorie, j'aurais bien aimé avoir un peu de temps pour des questions, mais finalement, j'ai des rendez-vous qui vont commencer maintenant à moins le quart. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les envoyer et on essaiera de vous répondre rapidement, euh, vous offrir un rendez-vous dès qu'on peut.
Et ça serait avec grand plaisir de vous accueillir à Barcelone prochainement. Merci beaucoup pour votre attention et bon week-end. Merci beaucoup.